Que feriez-vous si, du jour au lendemain, votre pays effaçait des milliards de dettes, sans demander le moindre centime d'aide extérieure? Imaginez un instant, le Burkina Faso, un des pays que beaucoup considéraient comme l'un des plus petits et des plus fragiles d'Afrique, vient de rayer près de 5 milliards de dettes de ses comptes. Le tout sans recevoir un seul franc d'aide occidentale sous la présidence audacieuse d'Ibrahim Traoré. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un pays qui relève la tête, c'est un message fort pour toute l'Afrique. La souveraineté économique n'est pas réservée aux grandes puissances du monde. Après des décennies de dépendance, le Burkina Faso a accompli ce qu'aucun expert n'aurait osé prédire, briser le cycle de la dette sans compromis, sans conditions imposées. Comment un tel miracle a-t-il pu se produire? Quelles stratégies ont permis à une nation si souvent reléguée au second plan de devenir aujourd'hui un modèle d'indépendance et de résilience? Derrière cette réussite se joue bien plus qu'un simple bilan comptable. Il y a un espoir vital, celui de reprendre le contrôle de son destin. Si le pari d'Ibrahim Traoré est gagné, le Burkina Faso pourra retrouver dignité, prospérité et respect. Mais à la moindre faute, c'est le risque de retomber dans la pauvreté, la dépendance et l'humiliation étrangère. Préparez-vous à découvrir comment un chef et son peuple ont osé défier l'ordre mondial et pourquoi leur parcours pourrait bouleverser tout un continent. Mais cette victoire n'est pas le fruit du hasard. Derrière l'effacement de la dette, une stratégie précise et des choix radicaux se cachent. Avant l'ascension d'Ibrahim Traoré, l'indépendance du Burkina Faso semblait une illusion. Le pays, étranglé par une dette dépassant les 5 milliards de dollars, voyait ses richesses naturelles siphonnées par des intérêts venus d'ailleurs. Pour la majorité, la souveraineté économique relevait du mythe, lointaine et inaccessible. Lorsque Traoré prend les rênes du pouvoir, il hérite d'un État meurtri, laminé par des décennies de mauvaise gestion et d'asservissement financier. L'administration croulait sous le poids de créanciers étrangers, incapables de tracer sa propre voie. L'or, le coton, le manganèse et d'autres ressources vitales profitaient surtout à de grandes sociétés étrangères. Le peuple burkinabé, lui, ne récoltait que les miettes, tandis que la dette colossale privait le pays d'investissements indispensables dans la santé, l'éducation et les infrastructures. Face à cette spirale, la solution traditionnelle était bien connue. Quémander auprès des bailleurs internationaux, accepter de nouveaux prêts, puis se soumettre aux fameuses réformes imposées par les grandes institutions financières. Mais chaque cycle d'aide aggravait la dépendance, enfermant le Burkina Faso dans un piège de pauvreté et d'impuissance. Le danger était palpable. Perdre à jamais la souveraineté, voir la jeunesse s'enfoncer dans la misère et devenir spectateur de la fuite continue des ressources nationales. L'humiliation de ne plus être maître de son destin menaçait comme cela était déjà arrivé à tant de nations africaines. Pourtant, une rupture était sur le point de s'opérer, car Ibrahim Traoré refusait la résignation et n'acceptait pas la fatalité imposée par le système international. Une nouvelle stratégie allait voir le jour, loin des schémas dictés par l'Occident. Traoré préparait un pari risqué, mais porteur d'espoir pour tout un continent. La dette n'est pas qu'un montant inscrit sur un papier. C'est une arme politique redoutable, maniée de l'extérieur pour façonner l'avenir d'un pays. Au Burkina Faso, ce piège était implacable. Derrière la dette nationale, il y avait des institutions internationales comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ces entités n'apportaient pas seulement des fonds, elles imposaient leurs propres règles, souvent en contradiction avec les intérêts du peuple burkinabé. Chaque aide dissimulait une série de conditions strictes. Privatisation forcée, marché ouvert à la concurrence étrangère, coupe drastique dans les subventions. La souveraineté économique du pays se réduisait, et la marge de manœuvre du gouvernement s'évaporait. Le secteur minier illustre cette emprise. Pendant des années, des multinationales exploitaient l'or et les autres ressources. Les profits s'évaporaient envers l'étranger, laissant au Burkina Faso une part dérisoire de ses propres richesses. Prenons un exemple concret. En 2018, le secteur aurifère burkinabé générait plus de 2 milliards de dollars de recettes annuelles. Pourtant, à peine 10% de cette somme restait dans les caisses de l'État. Le reste filait vers des sièges sociaux à Londres, Toronto ou Paris. Ce schéma n'est pas propre au Burkina Faso. On le retrouve au Niger avec l'uranium, en RDC avec le cobalt ou au Nigeria avec le pétrole. Ibrahim Traoré a refusé cette fatalité. Il a proclamé la fin de l'aide internationale assortie de conditions toxiques. Plus question de laisser qui que ce soit dicter la gestion du Trésor national. Pour cela, il a lancé un audit total des finances publiques. Chaque dépense, chaque fuite de capitaux a été traquée. Les budgets inutiles ont été supprimés.
les fonds redirigés vers les priorités nationales, santé, éducation, infrastructure. Mais l'acte le plus audacieux est venu ensuite. Plutôt que de tendre la main vers l'extérieur, Traoré a appelé le peuple à devenir acteur du redressement. Il a misé sur l'ingéniosité, le travail et la solidarité burkinabé pour reconstruire bloc après bloc une économie véritablement souveraine. Pour illustrer ce choix, rappelons le Ghana des années 90. Après des décennies d'ajustements structurels imposés par le FMI, le pays a tenté d'imposer une taxe exceptionnelle sur ses exportations de cacao. Les bailleurs ont immédiatement menacé de suspendre leur aide, forçant Accra à reculer. Le Burkina Faso, lui, a choisi de ne plus dépendre de ce type de pression. Le danger était réel. Tourner le dos à l'aide internationale signifiait risquer l'isolement, la pression, voire des troubles internes. Pourtant, pour Traoré, la dignité et la maîtrise du destin national valaient ce défi. Il ne s'agissait plus de survivre sous contrainte, mais de reprendre en main le futur collectif. Un choix risqué, mais porteur d'un espoir inédit pour le Burkina Faso et peut-être pour toute l'Afrique. Mais comment cette révolution silencieuse s'est-elle concrètement déroulée ? Le chemin vers l'effacement total de la dette fut semé d'obstacles et de choix radicaux. Le véritable défi commence une fois la liberté acquise. Après avoir effacé environ 5 milliards de dollars de dettes, le Burkina Faso se retrouve face à une page blanche redoutable. Pour la première fois depuis plusieurs générations, le pays peut dessiner son avenir sans la tutelle de créanciers étrangers. Les priorités changent. La santé, l'éducation et les infrastructures s'imposent comme axes fondamentaux. On modernise les hôpitaux, on bâtit des écoles jusque dans les villages isolés, on répare enfin les routes. Chaque choix est dicté par l'intérêt du peuple, non par la peur des échéances de remboursement. Prenons un exemple. Dans la région du centre-nord, des dispensaires longtemps fermés ont rouvert grâce aux fonds redéployés. Des campagnes de vaccination et de lutte contre la malnutrition touchent désormais des dizaines de milliers d'enfants. Les routes qui relient Tlukaya à Ouagadougou, longtemps impraticables à la saison des pluies, sont enfin réhabilitées, permettant aux commerçants locaux d'écouler leurs produits agricoles. Cela va bien au-delà d'un redressement économique. C'est une résurrection de la fierté nationale. L'image du Burkina Faso se transforme. D'exemple de précarité, il devient symbole de courage et d'autonomie. Ceux qui observèrent le pays avec condescendance commencent à l'admirer. Dans les rues, la dignité renaît. Ibrahim Traoré ne change pas seulement le destin de ses compatriotes. Son parcours résonne à travers tout le continent. Il prouve que la souveraineté n'est pas une illusion pour l'Afrique, mais une conquête possible. De Dakar à Addis Abeba, les débats s'enflamment, et si d'autres nations suivaient ce modèle ? Regardons l'exemple historique de la Malaisie. Dans les années 70, le pays, sous la direction de Mahathir Mohamad, a nationalisé plusieurs secteurs clés et refusé de s'endetter massivement auprès des institutions occidentales. Les résultats ne se sont pas fait attendre. En 20 ans, la Malaisie a triplé son PIB par habitant. Le Burkina Faso s'inspire de ce type de parcours, adapté à sa réalité africaine. La libération financière bouleverse aussi les esprits. L'ancienne mentalité d'assister cède la place à une volonté d'agir. Les Burkinabés participent à la vie publique, des conseils citoyens émergent, la transparence s'impose et chaque grande décision suscite des discussions passionnées. Un exemple frappant, la création des comités de veille dans les quartiers urbains et ruraux. Ces groupes de citoyens surveillent l'usage des fonds publics, organisent des assemblées populaires et remontent les besoins locaux directement au gouvernement. Ce modèle rappelle les expériences de démocratie participative au Brésil dans les années 2000, qui ont permis d'améliorer la gestion municipale à Porto Alegre grâce à l'implication directe des habitants. Mais cette indépendance nouvelle n'est pas sans péril. Les anciens créanciers ne lâchent pas prise, et certains rivaux tentent d'influencer ou de déstabiliser le pays. Chaque avancée est un test. Gaspiller cette liberté serait retomber dans la dépendance, la transformer en exemple pourrait ouvrir la voie à une Afrique souveraine. Les routes sont tracées, mais les embûches restent nombreuses. Seule la vigilance permettra d'éviter de nouveaux pièges et de préserver cette conquête fragile. Mais jusqu'où cette indépendance peut-elle aller ? Le Burkina Faso saura-t-il résister aux pressions extérieures et consolider ce modèle inédit ? Le succès de Traoré n'est ni un miracle, ni une question de chance. C'est le fruit de décisions stratégiques, mûrement pesées dans l'ombre et à la lumière. Dès son entrée au pouvoir, Traoré s'attaque au nerf de la guerre, les ressources nationales. Il renégocie chaque contrat minier, jusque-là taillé sur mesure pour les sociétés étrangères.
Désormais, la plus grande part des profits issus de l'or, du manganèse ou du zinc revient au Burkina Faso et profite au peuple, non à d'autres continents. Reprendre la main sur les richesses, cependant, n'était qu'une étape. Traoré déclare une offensive contre la corruption, audit public, poursuite contre les détournements et rationalisation stricte des dépenses de l'État. Chaque franc investi doit répondre à l'intérêt commun, sous l'œil vigilant de la société civile. Les fonds publics, naguère siphonnés par une minorité, sont réinjectés dans la santé, l'éducation, les routes et les infrastructures vitales. Mais il ne mise pas tout sur les mines. Très vite, il impulse la diversification de l'économie. L'agriculture se modernise, irrigation, semences améliorées, équipements adaptés. Le but, nourrir le pays et bâtir une valeur locale. L'énergie solaire, adoptée à grande échelle, réduit la dépendance aux importations et dynamise l'industrie nationale. Les petites et moyennes entreprises reçoivent un accompagnement ciblé, stimulant l'emploi et l'innovation jusqu'aux villages les plus reculés. À titre d'exemple, le programme Un village, un puits a permis, en moins de 2 ans, d'équiper plus de 300 localités rurales en points d'eau potable, favorisant la culture maraîchère et la sécurité alimentaire. Des coopératives agricoles bénéficient d'incitations fiscales pour transformer localement les récoltes, créant des emplois et limitant l'exode rural. Rien n'aurait avancé sans la mobilisation du peuple. Traoré transforme l'indépendance économique en cause nationale. Il promeut l'éducation à la responsabilité collective. Les citoyens participent activement, créant des groupes d'épargne locaux, achetant des bons nationaux, finançant l'État de leurs propres mains sans recourir à la dette étrangère. La transparence devient norme. Les comptes sont publiés, les marchés surveillés, et les partenaires les choisis uniquement s'ils respectent la souveraineté du Burkina Faso. Cette ligne de conduite ouvre la voie à de nouvelles alliances, sans jamais sacrifier l'avenir. Un parallèle historique s'impose ici. En Islande, après la crise de 2008, le peuple a imposé la transparence bancaire et la rédaction d'une nouvelle constitution. Les citoyens burkinabés, par leur implication, suivent une voie semblable, refusant la confiscation de leur avenir. Imiter ce modèle exige courage et méthode. C'est parier sur un futur construit sur ses propres forces. L'inaction, elle, condamne à la servitude et au statu quo. Mais le chemin vers la souveraineté n'est jamais sans obstacle. Les résistances, internes comme externes, s'organisent et la stabilité du pays reste fragile. À chaque étape, la tentation du retour à la facilité rôde. Certains groupes, nostalgiques de l'ancien ordre, tentent de déstabiliser les institutions. Les voisins, parfois jaloux de cette réussite, multipliant les pressions diplomatiques. Les marchés internationaux, inquiets de perdre un terrain d'influence, agitent la menace du boycott ou de la hausse des tarifs douaniers. Pour surmonter ces défis, le Burkina Faso s'appuie sur ses alliances régionales. La coopération avec le Mali et le Niger, par exemple, a permis la création d'un corridor sécurisé pour l'exportation des produits agricoles et miniers, limitant ainsi la dépendance à des ports contrôlés par des puissances extérieures. La dette n'est plus une fatalité gravée dans le marbre. C'est un système construit par des choix politiques et des intérêts extérieurs. L'histoire récente du Burkina Faso en est la preuve. La soumission financière n'a rien d'inévitable et partout en Afrique, ce modèle peut être contesté. Refuser la dette, c'est bien plus que supprimer des chiffres dans des comptes. C'est reprendre la main sur son avenir collectif. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a osé défier l'ordre établi. Près de 5 milliards de dollars de dettes ont été effacés, sans la moindre aide occidentale. Ce n'est pas un miracle, mais le fruit d'un choix politique audacieux, porté par la mobilisation populaire et une intelligence collective. Ce n'est pas réservé à une poignée de dirigeants ou à des héros isolés. Ce choix appartient à chaque citoyen africain. Il commence par refuser la résignation, s'informer, agir localement, exiger la transparence et la gestion souveraine des ressources. La souveraineté n'est pas un simple slogan, c'est un engagement quotidien, une vigilance partagée par chacun d'entre nous. Pour ceux qui doutent que le modèle puisse être reproduit, rappelons que l'Éthiopie a, dans les années 2000, négocié une annulation partielle de sa dette en échange d'engagements clairs sur l'investissement public, sans jamais sacrifier son secteur agricole stratégique. D'autres, comme le Botswana, ont bâti leur prospérité sur la gestion rigoureuse de la rente diamantifère, refusant d'emprunter à l'excès. L'enjeu est vital. Se libérer du poids de la dette, c'est briser le cercle vicieux de l'humiliation et de la dépendance. C'est restituer à nos enfants ce que l'histoire a trop souvent confisqué, la dignité, la confiance et la maîtrise de leur destin. Le Burkina Faso a montré qu'une autre voie s'était possible.
Rien n'empêche d'autres peuples d'emprunter ce chemin, d'adapter ces stratégies à leur propre réalité. Retrouver le contrôle, c'est transformer la colère en action. C'est bâtir une Afrique qui s'appartient, qui choisit son avenir. Le choix est là, devant nous tous. Rester passif face à la promesse d'un changement ou devenir les bâtisseurs d'un renouveau africain. À chaque génération, la responsabilité de définir sa route. Refuser la fatalité, c'est déjà commencer la révolution. En pratique, chacun peut agir, exiger des comptes à ses élus, soutenir les entreprises locales, refuser les contrats léonins, s'éduquer sur la gestion des finances publiques et participer à la vie associative. C'est par l'accumulation de ces gestes quotidiens que la souveraineté s'ancre dans la réalité. L'exemple du Burkina Faso n'est qu'un début. D'autres mouvements émergent déjà à travers le continent. Au Sénégal, des collectifs citoyens réclament la renégociation des contrats pétroliers. Au Kenya, des campagnes de boycott visent les produits importés au profit de l'industrie locale. En Afrique du Sud, des villes comme Johannesburg développent dans eux des monnaies locales pour encourager la circulation de la richesse à l'intérieur des territoires. Découvrons ensemble comment cette dynamique pourrait redessiner l'Afrique et quelles seront les prochaines batailles à mener. L'histoire continue de s'écrire et chacun d'entre nous en est le scribe et